Merci pour cette agréable invitation. Si vous ne le saviez pas, je prends cette invitation aussi comme un premier pas, comme futur membre de la QDR. Alors, gardez-moi une place. Euh, Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, bon, si la QDR prend la peine de faire un colloque sur les chutes et les conséquences des chutes, les aînés à domicile, c'est parce que c'est grave, c'est sérieux. Et je partage que c'est grave et c'est sérieux. Je vais parler aussi un peu globalement par rapport aux personnes âgées, par rapport à nos aînés. Je vais commencer avec des mots traduits d'un proverbe africain qui dit « Ne pas s'occuper des personnes âgées, c'est comme brûler nos bibliothèques ». À la Fédération, on estime effectivement, et on se bat régulièrement, on estime que les aînés, ce sont une richesse et que dans un pays riche comme le Québec, il y a moyen de faire mieux. À mon avis, on n'a pas le droit de rester les bras croisés et regarder passer et regarder nos aînés ne pas avoir ce à quoi ils ont le droit. Et je dis souvent aux plus jeunes, vous devriez vous en occuper aussi du sort des aînés, parce que c'est juste quelques années qui vous séparent. Vous allez être rendus à ce stade de la vie. Je suis convaincue qu'avec un réel suivi et des évaluations périodiques, des ressources sur le terrain, on peut considérablement réduire le nombre de chutes chez les aînés. Il y a des solutions qui existent plus globalement, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui se vit pour moi dans le réseau en ce moment, c'est honteux. On a mis sur pied une ligne 1844 il y a quelques semaines et ce que j'ai pu entendre, ce que les téléphonistes ont entendu de nos aînés qui ont appelé à cette ligne-là, c'est vraiment honteux. Le mot n'est pas trop fort. Quand on a des aînés qui nous disent je suis à domicile, avant les dernières coupures, je dois avoir une prise de sang hebdomadaire parce que je prends du Coumadin. Le CLSC venait le faire, cette prise de sang-là hebdomadaire. Depuis les dernières coupures, je dois me rendre au CLSC. C'est pas quelqu'un qui habite une grande ville, Montréal ou Québec, c'est quelqu'un qui habite dans une région rurale. Alors, sa fille, qui travaille au salaire minimum, chaque semaine, doit l'amener au CLSC tôt le matin avant d'aller travailler et la reprend à 17h30 ou à 18h au retour du travail. Cette dame de 89 ans, imaginez, moi j'imagine toujours que ça aurait pu être ma mère, et qui est là, qui passe une journée par semaine assise sur une chaise dans le CLSC. Pour moi, c'est honteux. Et pourquoi elle doit faire ça? Parce qu'elle habite dans une région rurale et ça lui coûterait 60 $ à sa fille pour que le taxi la ramène. Elle n'a pas les moyens de faire ça. Quand des gens nous disent, moi, on me dit en CHSLD, on n'a pas le temps. Et je ne blâme pas les gens qui y travaillent. On n'a pas le temps de changer ma culotte d'incontinence avant le souper. Qui d'entre nous ici aurait envie de manger dans ces circonstances-là? Qui aurait de l'appétit? Et là, je n'irai pas plus loin, mais je vous donne cet exemple-là parce que la malnutrition ou la dénutrition chez nos aînés, autant à domicile qu'en institution, c'est grave et je sais que vous allez en parler durant la journée et je trouve ça vraiment important. Je veux aussi parler de tout ce qu'on met sur les épaules de nos aidantes et aidants naturels. Nous devrions collectivement prendre soin de nos aînés. C'est pas parce que je suis la fille ou le fils d'eux que je dois uniquement, ça doit reposer sur mes épaules. Et de plus en plus, quand on a instauré cette politique d'aidante et de mettre ça sur les aidants et aidantes naturelles, je disais toujours, malheureusement ma mère n'est plus de ce monde, mais je disais toujours, moi je suis la fille de ma mère, je suis la fille de Yolande. Je n'ai jamais voté pour être aidante naturelle. Le lien que je veux avoir avec ma mère, c'est un lien de fille qui aime sa mère, qui veut faire des choses pour sa mère et qui en fait pour sa mère, mais je ne veux pas qu'on me donne ce rôle-là sans que je l'ai demandé. Parce que ça, il y a des conséquences et de plus en plus, on en met sur les épaules des aidantes et aidants naturels. Et ce qui me dérange aussi à domicile, c'est que souvent, ces aidantes et aidants naturels, ils ont à peu près le même âge. Fait qu'on est en train d'épuiser un parce qu'il est moins pire ou elle est moins pire que l'autre.
Il y a beaucoup de travailleuses sociales dans la ligne qu'on a mise sur pied qui nous ont appelés aussi, qui nous ont dit j'ai plus le temps de faire le suivi à domicile, j'ai plus le temps de faire l'évaluation. Alors, si on ne fait pas d'évaluation, comment est-ce qu'on est capable, après ça, de dire voici les besoins? Comment on est capable d'ajuster les besoins? Nos décideurs ont trouvé de belles choses à nous dire, de beaux slogans. Moi, je les aime beaucoup. C'est juste que les bottines ne suivent pas les babines. Moi, j'aime beaucoup vieillir chez soi. J'aime beaucoup chez soi le premier choix. Moi, je souhaite pouvoir, quand je vais être plus grande, vieillir chez moi. C'est ce que je souhaite. Mais je ne souhaite pas qu'on mette ça sur le dos de mes fils. Je souhaite qu'on puisse me donner des services, par exemple, pour venir m'aider à marcher, si j'ai des problèmes à marcher, pour maintenir un minimum de tonus musculaire. Je souhaite qu'on puisse m'aider à mieux me nourrir, à avoir vraiment ce dont j'ai besoin pour être capable d'être autonome, comme on le dit si bien, pour être capable de faire ce que je suis encore capable de faire. À domicile, malheureusement, il y a eu une gestion à la proaction, que vous connaissez sûrement. Et cette gestion-là, à mon avis, a eu des conséquences néfastes. Quand cette gestion-là dit « on va minuter le temps que vous passez à domicile », par exemple, une infirmière, et on lui dit vous avez 15 minutes s'il s'agit d'une relation d'aide de premier niveau ». Moi, je suis une vieille infirmière, je ne sais pas c'est quoi une relation d'aide de premier niveau. Si c'est de deuxième niveau, c'est 30 minutes. Je ne sais pas comment ils ont pu découper la relation d'aide. Si j'arrive à domicile, par exemple, pour un pansement ou pour une médication, et que je dois normalement passer du temps, si ce matin-là, quand j'arrive, la personne est plus maussade, ou les larmes sont pas loin, ou ça jase pas comme d'habitude, je peux pas savoir combien de temps que ça va me prendre pour être capable d'aller savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce qu'il y a un problème dans la famille? Y a-t-il quelqu'un d'autre de malade? Vous êtes inquiet ou inquiète de quoi? Comment est-ce que on peut décider pour moi à l'avance que c'est 15 minutes que ça va me prendre? Ça n'a aucun sens. Et c'est difficile pour les professionnels en soins, pour les infirmières, quand elles me disent, ben moi je sais, si j'ai des patients où je vais régulièrement, ou des personnes que je vais régulièrement à domicile, puis elle me dit, je suis mal parce qu'il y a des gens qui sont quasiment déshabillés avant que j'arrive parce qu'ils savent que je suis à la course. C'est pas normal. On n'est pas dans des soins à l'échelle humaine, on n'est pas dans la dignité. Quand la personne que vous allez voir, donc que vous devez aider, est déjà stressée et quasiment déshabillée pour être sûr que vous allez arriver dans votre temps. Je pense que le colloque d'aujourd'hui, pour moi, c'est un levier pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, parce que vous avez un pouvoir que vous pouvez prendre. Vous avez un pouvoir, vous pouvez prendre encore plus grand. Vous pouvez réclamer, comme nous, par exemple, les transferts qui sont en santé. Le fédéral a décidé de changer le mode de transfert en santé sans tenir compte de la population. Ici, chez nous, au Québec, on a une population vieillissante un peu plus que dans d'autres provinces. On n'en tient plus compte. Alors, comment est-ce qu'on va être capable de donner les soins et les services? Alors, cette façon de faire du fédéral, je pense qu'il faut le combattre parce qu'il y a de l'argent, mais il faut aller le chercher. Il faut qu'il soit distribué dans les provinces en tenant compte de la population. Il y a, de façon globale, je ne vous apprends rien, des engagements financiers envers les personnes âgées. Puis, j'ose pas trop le dire trop fort, mais je le pense et je le partage avec vous. On est dans une société de gestion de la performance. Alors, pour beaucoup de personnes, quand on est âgé et parce qu'on ne reçoit pas un salaire, on n'est plus utile à la société. Donc, on n'a plus de raison de s'occuper de ce monde-là. Je pense qu'il faut travailler à changer la philosophie qu'on a de voir les personnes âgées, de voir des gens à domicile qui ont besoin d'un petit peu d'aide pour que leur situation ne se dégrade pas trop vite. Alors cet engagement-là, on peut le travailler ensemble et on peut le demander ensemble. On voudrait, nous, les professionnels en soins, faire mieux, faire plus, avoir plus d'autonomie,
pouvoir décider. Moi, je suis une vieille infirmière, je vous le dis. Dans le temps, ce sont les infirmières qui décidaient au CLSC combien de temps j'ai besoin pour tel ou tel patient à domicile. Or, ils ont, avec cette gestion administrative qui a changé, de moins en moins cette autonomie-là. On ne peut pas décider du temps qu'on met pour chaque patient. Pourtant, la réponse est simple et je me permets de vous en proposer une. Je vous disais plutôt qu'il y a une réponse globale. Nous, on a réfléchi globalement la réponse qu'on doit avoir envers les personnes âgées à domicile. On a réfléchi depuis 2011 et on l'a fait parce qu'on voulait aussi trouver une solution pour sortir les personnes âgées des griffes du privé. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de penser aller dans une résidence à 2, 3, 4 000 $ par mois. En tout cas, moi, je n'aurais pas les moyens. On a pensé à deux choses qui sont pour nous des problèmes majeurs dans le réseau de la santé. L'accessibilité pour ce qui est des soins mineurs. Donc, on a réfléchi à des cliniques de proximité qui servent aussi aux personnes âgées parce que ça sert les populations dans un quartier. On a mis sur pied et financé cette recherche-là, la clinique d'infirmières à Québec. Donc, c'est une petite clinique dans une petite structure où il y a des médecins partenaires, mais qui ne sont pas sur place. Ce sont des infirmières, dont une infirmière praticienne, qui prennent soin de la population du quartier. Et après un an, bien, il y a eu plus de 1700 consultations et 5% seulement ont dû être référés à une urgence ou à un médecin. Donc, il y a une façon de mieux faire. Et je le dis parce que moi, j'habite dans un quartier de l'Est de Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, et il y en a des cliniques de quartier, mes cliniques médicales, et je suis mal quand l'hiver, je pars pour aller travailler et qu'il y ait 7h moins quart, puis que je vois des têtes grises comme moi qui sont déjà à la porte de la clinique, parce que s'ils ne prennent pas un numéro de bonne heure, bien à 9h15, la clinique est fermée. On n'en prend plus d'autres personnes. Donc, on a voulu trouver une solution de proximité. On a réfléchi aussi, comment est-ce qu'on pourrait mieux faire pour l'hébergement des personnes âgées? Et ça, on y a réfléchi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient « Moi, je suis bien, quand même, relativement bien physiquement, mais je suis seule et je suis isolée. » On a dit « OK, on va voir. » Et ces personnes-là qu'on a consultées nous disaient « Mais je sais que ma santé physique risque de se dégrader et là, je ne veux pas me retrouver n'importe où ou n'importe comment. » Alors, on s'est dit « Il y a moyen de faire quelque chose autrement. » Et on a développé une philosophie qu'on a appelée des petites maisons pour personnes âgées. Ces petites maisons-là, c'est maximum 15-20 personnes. Mais la philosophie, c'est elle qui est importante pour nous. Pour nous, ces petites maisons de personnes âgées, ce sont les personnes qui résident, qui prennent les décisions et qui doivent être sur le conseil d'administration de ces résidences. Moi, quand on y a réfléchi, c'est encore une blague à la Fédération, je leur dis, c'est pas parce que moi, je vais avoir 75 ans que mes genoux vont me lâcher, que vous allez décider quand est-ce que je mange des carottes puis que j'aime pas le dessert puis à quelle heure je vais me coucher. Oubliez ça, ça ne marchera pas. Alors, on va me traiter de violente ou de personne qui ne veut pas collaborer. C'est sûr que je ne collaborerai pas dans cette situation-là. Vous avez passé votre vie à être autonome, indépendant, à prendre des décisions, puis tout d'un coup, il y a un ange, ça bascule, on décide que je suis capable de rien décider. Alors, la philosophie de ces petites maisons, c'est ça, c'est que ce sont les personnes qui sont là qui vont prendre les décisions, elles ou leur famille, avec les gens qui y travaillent, avec les partenaires dans la communauté. Autre chose qui est importante dans ces petites maisons pour nous, c'est qu'on va arrêter de mettre les personnes dans des cases. En ce moment, dans le réseau de la santé, si vous avez 3,5 heures soins, vous allez en CHSLD public. En bas de ça, organisez-vous. Ou bien vous êtes référé à des ressources intermédiaires. Pour combien de temps on peut vous déménager? Et ça aussi, c'est arrivé dans la ligne qu'on avait mise sur pied. Des gens qui nous disent, bien, on me déménage de ville, mes enfants, je les verrai moins, il n'y a plus de place là où je suis. Donc, ces petites maisons-là, il n'y a pas de cases. Et pour nous, c'est important parce que je trouve difficile de permettre à la société de divorcer du monde. En ce moment, si monsieur et madame, c'est plate, leur situation ne se dégrade pas de la même façon, bien, ils vous changent parce que vous ne rentrez plus dans la case. Si vous êtes à 3 heures, c'est à telle place, vous êtes à 4 heures, c'est à telle autre place, ça n'a pas de bon sens.
Je trouve que vous devriez être révoltés que la société, que des gestionnaires divorcent des gens. Parce que pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est une façon plus rapidement d'envoyer ce monde-là vers la mort de chagrin? Parce que c'est ça que ça veut dire. Des gens qui ont vécu 40, 50, 60 ans ensemble, puis on décide, oups, un matin, on vient de vous avertir que vous allez déménager, puis que madame reste là ou monsieur reste là. Pour moi, c'est inacceptable. Alors, dans ces petites maisons, on ne veut pas travailler selon les heures soins. On veut que ces petites maisons répondent aux besoins des personnes. On veut que ce soit cette maison qui s'adapte aux besoins. Il y a eu, à un moment donné, malheureusement, on n'a pas pu finir le débat, mais quand il y a eu l'assurance autonomie il y a quelques années avec M. Hébert comme ministre de la Santé, c'est un débat que j'aurais voulu faire parce que cette forme d'assurance autonomie aurait permis de mettre sur la place publique comment est-ce qu'on peut financer ces petites maisons gérées, entre autres, par les personnes âgées ou leurs familles, et qui peuvent décider et non pas être dans le mur à mur. C'est-à-dire, il peut y avoir une petite maison ici dans le centre-ville, puis qui n'a pas du tout les mêmes services ou les mêmes besoins que dans l'ouest de la ville. C'est un choix qu'il faut laisser aux personnes âgées et avec celles qui en prennent soin, de décider qu'est-ce qui répond à leurs besoins. Est-ce qu'ils veulent avoir plus de physiothérapie? Si ça répond à leurs besoins, parfait. Peut-être qu'ailleurs, c'est plus de loisirs dont ils ont besoin parce qu'ils se sentent plus seuls. C'est ça qui répond à leurs besoins. Donc, cette petite maison pour personnes âgées, pour moi, c'est l'avenir et c'est pas compliqué. C'est pas des grosses structures parce que, vous savez, moi, je n'y crois pas aux grosses structures parce que plus les structures sont grosses, moins les gens sont importants. Alors, dans des petites structures comme ça, on est capable de faire mieux pour les personnes âgées. Ce que ça veut dire, c'est aussi briser la solitude, c'est d'être capable de se retrouver, mais dans notre quartier, c'est d'être capable d'avoir des services dans le quartier qui viennent dans cette maison-là, de décider quand est-ce que j'ai envie d'être en lien avec la communauté, comment est-ce qu'on va être en lien avec les organismes communautaires du quartier, des décisions. Et pour moi, c'est important qu'on puisse permettre ces décisions-là, qu'on puisse permettre de continuer à prendre des décisions comme quand j'avais 30 ans, puis comme quand j'avais 40 ans. Parce que je suis la même personne. Je suis juste plus vieille, c'est tout. Mais je suis la même personne. Alors, je suis capable de prendre des décisions et de voir ce qui me convient pour moi. Et dans ces petites maisons, pour nous, je vous disais, ça doit répondre aux besoins de la personne. C'est clair aussi que quelqu'un qui décide de passer toute sa vie, le reste de ces jours-là, jusqu'à ce qu'il soit malade ou mal en point ou qu'il décide que c'est palliatif, que la personne va vers la mort, bien, peut rester dans cette maison-là. Je vous le dis, nous, on a regardé et ça nous fait mal au cœur. Chaque fois qu'on déménage une personne âgée, elle perd ses repères, ça n'a aucun bon sens, le temps que ça prend pour se sentir à l'aise. Puis, on le dit pour les personnes âgées, mais à n'importe quel âge, quand on vous déménage, pas par choix, c'est sûr que c'est une adaptation. Et moi, je pense que ça joue sur la santé mentale et la santé physique. Alors, tout ça pour dire que c'est un bien merveilleux colloque. Je vous le disais, pour moi, c'est un levier pour réclamer vos droits. Et je vous dis à l'avance merci parce que réclamer vos droits, vous travaillez pour moi, pour demain. Alors, je suis contente d'être à vos côtés. Bon colloque.